Ils sont invisibles, mais ils sont parmi nous. Ils polluent les sols, l'eau, l'air. Ils s'immiscent même dans nos corps. Impossible d'y échapper et de s'en débarrasser. Eux, ce sont les PFAS, les per- et polyfluoroalkylés. Ils sont issus de l'industrie chimique. On les retrouve par exemple dans les poêles à cuisiner ou encore dans les vêtements imperméables. Bref, ils sont partout. Et aujourd'hui, ils s'invitent même à l'Assemblée nationale puisqu'une proposition de loi pour interdire certains produits qui contiennent des PFAS fait son retour en deuxième lecture. Le texte est porté par le député Nicolas Thierry. Les PFAS, c'est son combat. Sur l'examen de la PPL PFAS, donc conformément à la demande du groupe écologiste et social, la procédure de proposition de loi sur les PFAS est examinée selon la procédure de législation en commission qui s'applique sur l'ensemble du texte. Les articles ne pourront être amendés en séance que pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination en cours ou corriger une éventuelle erreur matérielle. Je rappelle que ce texte est le fruit d'un travail important à l'Assemblée nationale comme au Sénat de la part du rapporteur et que la volonté est qu'il sorte de cette commission conforme. Nous avons 15 amendements à examiner ce matin et sans plus attendre, je cède la parole au rapporteur Nicolas Thierry pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai donc l'honneur de revenir devant notre commission ce matin pour vous soumettre à nouveau ma proposition de loi visant à protéger la population des risques liés au PFAS. Certains d'entre vous le savent, c'est un sujet qui occupe mon activité parlementaire depuis de longs mois. Et par ailleurs, c'est désormais un sujet que nul ne peut plus ignorer. Une pollution chimique insidieuse, invisible, mais omniprésente. Aucune de vos circonscriptions, mes chers collègues, n'échappe à la menace de cette contamination généralisée. Aucun territoire, aucun cours d'eau, aucun réseau d'eau potable ne peut être mis à l'écart de ce fléau, comme l'attestent notamment les récentes enquêtes sur la qualité de l'eau du robinet parues dans la presse. Beaucoup d'entre vous étaient déjà présents sur les bancs de notre commission lors de la première lecture de cette proposition de loi, il y a près d'1 an. D'autres nous ont rejoints depuis. Aussi, même si je vous sais très nombreux à connaître déjà les enjeux de la pollution au PFAS, permettez-moi de revenir brièvement sur les défis qu'ils soulèvent. Ces PFAS, que vous connaissez aussi sous l'appellation de polluants éternels, sont une invention humaine. Ces molécules sont le produit de la créativité de quelques industriels du XXe siècle. Elles sont une invention qui, à l'échelle de l'humanité, est extrêmement récente. Jusque dans les années 50, nous vivions dans un monde qui ignorait simplement la possibilité de synthétiser des PFAS. Ces polluants éternels sont une famille de substances chimiques qui regroupent autour de 12 000 composés. Leurs caractéristiques communes résident dans une chaîne d'atomes de carbone fluor qui leur confère différentes propriétés. Les PFAS sont stables sous de fortes chaleurs, imperméables, repoussent les graisses et ont des propriétés anti-taches ou anti-adhésives. Le revers de ces qualités, c'est que ces composés ne se dégradent pas ou très peu dans l'environnement. Ils s'infiltrent dans les sols, dans l'eau, dans l'air et dans les tissus organiques. Dit autrement, les PFAS sont à l'origine d'une pollution systémique et dans certains cas éternelle en raison de leur extrême persistance. Leur imprégnation dans l'environnement est généralisée, si bien que le coût de la dépollution se chiffrerait en centaines de milliards d'euros à l'échelle du continent, d'après une récente enquête parue dans la presse européenne. Il est donc impossible pour nous humains, comme pour tous les autres vivants, d'échapper à une exposition croissante aux PFAS. Plus on en produit, plus on est exposé. Or, une fois dans l'organisme, on a du mal à s'en débarrasser. Les propriétés chimiques des PFAS les mettent hors de portée de l'action des enzymes qui devraient les dégrader. Cette exposition subie, massive, est extrêmement grave car les scientifiques considèrent que ces substances représentent un sérieux risque pour la santé. On dispose en effet de nombreuses études qui caractérisent le risque sanitaire lié à une exposition aux PFAS. Les risques pathologiques les plus documentés sont notamment l'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des liaisons du foie, des cancers du rein, de testicules, une réponse réduite au vaccin ou encore un faible poids à la naissance. Nous sommes donc bel et bien face à un problème sanitaire d'une gravité et d'une portée inédite. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la portée de ce scandale est de l'ordre de celle du désastre du chlordécone ou du ravage de l'amiante. Ce constat étant posé, je vais en venir à la proposition de loi qui nous occupe ce matin. Avant d'en détailler les mesures, je souhaiterais souligner l'opportunité inédite qui s'offre à nous grâce à un intérêt collectif que nous avons su manifester autour de cette proposition de loi. Nous pouvons ce matin, puis la semaine prochaine en séance, poser les premiers jalons de la lutte contre les polluants éternels.
Peu nombreuses sont les propositions, particulièrement lorsqu'elles émanent des oppositions, à franchir les méandres de la navette parlementaire jusqu'à entrevoir l'éventualité d'une adoption définitive. C'est bien dans cette intention que je me présente à vous ce matin. Aussi, je veux avoir un mot de remerciement pour nos collègues du Sénat qui ont bien voulu considérer ce texte et l'adopter dans de brefs délais pour nous permettre aujourd'hui d'en discuter en deuxième lecture. Je veux rappeler que ce texte, à l'Assemblée puis au Sénat, a été adopté 2 fois à l'unanimité. Gageons qu'il rencontre le même enthousiasme pour la deuxième lecture. Ce que je vous propose ce matin, chers collègues, est d'adopter à l'identique cette proposition de loi, dans sa version issue du Sénat. À ce titre, je vous remercie d'avoir consenti à être économe en proposition d'amendement et d'avoir ainsi permis qu'une adoption conforme soit, je l'espère, envisageable ce matin. Cette proposition, dont je suis l'auteur, a bien été modifiée depuis son dépôt. Son contenu a été amendé ici même à l'Assemblée nationale, puis par les sénateurs et les sénatrices. Alors autant vous le dire en toute sincérité, cela n'échappera à personne, le texte tel qu'il nous parvient n'est pas celui que j'ai déposé, ni ne correspond en tout point à l'ambition initiale que je souhaitais donner à cette loi. Néanmoins, conscient de l'équilibre, déséquilibre de notre Assemblée, conscient aussi de l'urgence qu'il y a à agir contre les polluants éternels, je souhaite tout de même son adoption définitive, car il porte des avancées majeures dont il serait impensable de se priver au regard de l'urgence de la situation. À travers ce texte, je vous propose de doter la France de sa toute première loi de lutte contre les polluants éternels et par la même occasion de faire de notre pays l'un des pionniers en Europe dans ce combat. J'en viens maintenant plus précisément au fond des mesures que je vous propose d'adopter ce matin. La première mesure vise à limiter la pollution au PFAS à la source, en prenant des restrictions de leur utilisation échelonnées dans le temps, selon la disponibilité des alternatives. Je vous propose d'agir dès 2026 sur des usages pour lesquels nous savons déjà faire autrement. Les cosmétiques, les phares de ski, les vêtements et les chaussures. Je vous propose ensuite d'agir en 2030 sur l'ensemble des produits textiles. Ce calendrier est celui qui ressort de nos débats et que les sénateurs ont jugé bon de compléter par certaines exceptions dont le périmètre est bien défini dans le texte et dont la liste devra faire l'objet d'un décret. Ces premières restrictions, mes chers collègues, apparaissent plus que jamais essentielles. En effet, s'il existe bien un projet européen de restriction des PFAS, ce projet semble aujourd'hui avoir du plomb dans l'aile. J'exprimais devant vous mes doutes il y a plusieurs mois. L'année écoulée m'aura donné raison, malheureusement. La procédure européenne de restriction des PFAS sera plus longue et plus incertaine que prévu. Dès lors, adopter au niveau national les restrictions que je défends ce matin enverra sans aucun doute un signal d'ambition à nos partenaires européens et, je l'espère, conduira à renforcer notre ambition commune contre les PFAS. Sur ces premières restrictions, je veux en toute transparence évoquer le sujet des ustensiles de cuisine. Vous vous rappelez qu'ils nous avaient divisés en première lecture. Je reste convaincu que ces ustensiles ne devraient pas contenir des PFAS, car les alternatives existent. Sur ce sujet, et vous le savez, je n'ai pas trouvé une majorité parlementaire, mais remporté, il me semble, une bataille culturelle. À défaut d'une norme en la matière, nous aurons, je le crois, mis la lumière sur un enjeu majeur. Et vous l'aurez compris, je ne réouvrirai volontairement pas le débat sur les ustensiles, car je sais qu'il condamnerait toute possibilité d'adoption définitive. La deuxième mesure de ce texte concerne le contrôle de l'eau potable. Je vous propose, dès la promulgation de cette loi, d'inclure les PFAS dans le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable. Cette disposition va au-devant de la réglementation actuelle et de celle prévue par le droit européen. Elle instaure une recherche obligatoire des PFAS sans délai pour une liste de substances plus large que celle que prévoit le droit européen. Pour rappel, une directive européenne nous obligera seulement à rechercher 20 PFAS. La liste établie est incomplète dans ces 20 PFAS et n'inclut pas, par exemple, le TFA retrouvé massivement dans les eaux de nombreuses communes françaises. La disposition que je vous propose est assortie d'une obligation pour le gouvernement de publier une carte des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Cette carte apportera une transparence bienvenue sur la réalité de la pollution de nos territoires. Je vous propose ensuite, dans 2 articles ajoutés au cours de la discussion, de doter la France d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS depuis les installations industrielles et d'établir un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux potables. Et dans la continuité, je vous propose de faire inscrire dans notre loi le principe de pollueur-payeur. Cette inscription prendra la forme d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau. Elle vise à faire contribuer financièrement les industriels à l'origine de la pollution. Et j'insiste, chers collègues, sur le coût que va représenter la pollution aux PFAS dans nos territoires pour nos collectivités. Dès l'entrée en vigueur du contrôle de la présence des PFAS dans l'eau, nombre de nos communes connaîtront des dépassements de la norme réglementaire. Nos collectivités devront alors consentir à des investissements massifs pour traiter l'eau. La redevance que je vous propose est un premier levier pour anticiper ce mur d'investissement à venir. Cette redevance a été précisée en première lecture et je suis heureux qu'elle ait rencontré un soutien à l'Assemblée, puis chez nos collègues du Sénat,
particulièrement avertis aux contraintes qui pèseront sur nos collectivités. La deuxième mesure que je veux évoquer vient préciser notre approche concernant les eaux potables. Elle crée une obligation de transparence pour les autorités sanitaires qui devront rendre publics les programmes d'analyse des PFAS dans l'eau potable et en dresser des bilans réguliers. Et le Sénat a souhaité préciser que ces contrôles cibleraient aussi les eaux en bouteille. Et de toute évidence, l'actualité donne toute sa pertinence à cette proposition. J'en termine ici pour la présentation du texte, mais en guise de conclusion, et avant de céder la parole, peut-être rappeler que nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous montrer collectivement au rendez-vous pour engager une avancée dans la lutte contre les toxiques qui empoisonnent nos vies. L'enjeu est simple, adopter sans modification cette proposition de loi. Je sais que nous sommes observés, que certains voient dans cette proposition de loi des mesures et un signal fort pour répondre à leurs préoccupations. J'espère que nous saurons être à la hauteur. Et sur ces sujets, chaque année de perdu se compte, hélas, en vie humaine. Je vous remercie. Alors, la proposition de Nicolas Thierry vise donc à interdire la fabrication et l'importation de produits qui contiennent des PFAS, le textile, les cosmétiques ou encore certains produits d'habillement. Le texte fait consensus malgré quelques réserves. Place à la discussion générale suivie par le vote. Alors, j'ai presque envie de commencer cette discussion générale par un exercice de présentation parce que moi, je suis le député de la circonscription de Salindre. J'habite à 5 minutes de Salindre et je promène mes enfants tous les week-ends au bord de la Veine, qui est, paraît-il, la rivière la plus polluée au monde. Donc, je suis vaguement concerné par le problème sanitaire qui est évoqué. Par contre, je suis aussi le député qui subit à cause de cet effroi lié au PFAS, la casse sociale liée à la fermeture de l'usine de Solvay à Salindre. Et j'ai une pensée pour les 72 salariés qui vont être licenciés dans les prochains mois avec des crédits immobiliers sur le dos à cause, encore une fois, d'une précipitation et de l'effroi créé par le législateur, puisque évidemment la fermeture de cette usine est liée à l'anticipation des industriels selon laquelle les TFA seront un jour incorporés dans la législation relative au PFAS, et donc ils anticipent en fermant les usines, considérant la versatilité du législateur. Et ce matin, j'aurais également aimé saluer Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, puisque c'est bien d'imaginer une procédure de législation en commission, mais ça veut dire que nous n'aurons pas de ministre lors de la totalité de cette seconde lecture pour répondre sur les amendements qui sont discutés ce jour. Et je trouve ça quand même parfaitement regrettable et pas sérieux de la part du gouvernement. Je pense que ça aurait mérité une présence gouvernementale pour éviter d'adopter à la va-vite. Par exemple, mon collègue Voss a présenté un amendement où il propose de classer les PFAS en fonction de leur dangerosité selon 3 catégories. Verte pour non dangereuse, grise sans avis fondé et rouge avec des avis scientifiques. S'il y avait un ministre, nous aurions pu avoir une réponse. J'ai aussi demandé, via un certain nombre d'auditions que j'ai menées à titre personnel dans le cadre de ce travail, un amendement où je demande l'exclusion des textiles à usage industriel. Pareil, l'avis du rapporteur est très intéressant, mais on aurait aimé une réponse du gouvernement. Je m'interroge également aussi sur le bien fondé d'une cartographie qui mentionnera publiquement tous les sites qui produisent ou ont produit des PFAS. Cela ressemble quand même à une chasse à l'entreprise ou une stigmatisation, alors qu'en même temps, le président de la République souhaite réindustrialiser notre pays. Bref, aujourd'hui, et nous en discuterons dans les minutes qui viennent, nous avons évidemment une position globalement bienveillante sur les enjeux sanitaires que vous exposez, monsieur le rapporteur. En revanche, il nous reste quand même un certain nombre d'inquiétudes et nous considérons que légiférer dans la peur, dans l'effroi, n'est jamais bonne conseillère. Et en plus, moi, j'en subis les conséquences dans ma circonscription avec 72 salariés qui ont leur crédit immobilier sur le dos et qui sont licenciés dans les prochaines semaines. Et donc, attention à ce que nous faisons, puisque la casse sociale est assez rapidement en œuvre derrière ces types de législation. Merci. Pour rappel, sur le régime de la présence des ministres en commission, elle n'est ni constitutionnellement ni réglementairement obligatoire. D'ailleurs, plusieurs textes, et non des moindres, ont déjà été débattus en commission un mercredi matin sans présence des ministres, comme le PGL, Nouveau Pacte Ferroviaire, Communauté Européenne d'Alsace, la PPL de M. Servat sur la continuité des Outre-mer et celle de M. Topiac sur les PFAS. De plus, ce texte a largement été débattu en commission
à l'Assemblée, en séance publique à l'Assemblée, en commission au Sénat, en séance publique au Sénat. Donc je pense que la ministre a pu largement s'exprimer. Donc je poursuis et je donne la parole à Anthony Brosse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous nous retrouvons ce matin pour examiner de nouveau la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées, de retour après son adoption au printemps dernier à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Fruit d'un consensus transpartisan, la réécriture discutée avec le gouvernement et les groupes politiques a permis d'aboutir à une version adoptée à l'unanimité par nos deux assemblées. Les dates d'interdiction et les produits concernés ont fait débat, ce qui est normal, mais nous avons su trouver un consensus, salué à la fois par les représentants de la nation que nous sommes, par les associations de consommateurs et de la protection de l'environnement, ainsi que par la majorité des industriels producteurs de PFAS concernés par ces interdictions. Certes, les ustensiles de cuisine, comme on l'a rappelé, n'ont pas été retenus. Les entreprises concernées ainsi que leurs salariés voient leurs outils productifs et emplois préservés, avec toutefois la nécessaire évolution de ce secteur en perspective face à un législateur prompt à infléchir la réglementation sur les PFAS. En effet, la révision du règlement européen REACH qui concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques utilisés en Europe, intervenue l'année dernière, démontre la volonté des parlementaires de poursuivre l'action européenne en faveur d'une plus grande protection environnementale et sanitaire. Bien sûr, que ces mesures ne représentent pas une mise à l'arrêt de la production de PFAS et de ses rejets dans l'environnement, le texte que nous examinons aujourd'hui présente l'avantage d'inscrire dans la loi de premières dispositions importantes et engageantes pour l'avenir. Ce dont nous pourrions également nous doter et qui pourrait être soumis à notre réflexion collective, mais qui n'est pas du ressort de la loi, c'est d'une liste de l'ensemble des substances PFAS existantes, au nombre de 15 000 environ, identifier celles dont la dangerosité est avérée et prendre des mesures à leur encontre. Dans l'intervalle de ce travail titanesque à réaliser, le groupe EPR appelle à une adoption conforme de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Claire Lejeune. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Nous examinons aujourd'hui un texte qui marquera une étape du combat crucial contre les PFAS, contre leur prolifération massive, contre les conséquences gravissimes pour la santé de tous les Françaises et les Français. Et il faut ici commencer par saluer le travail sans relâche des associations, des lanceurs d'alerte, des élus, des journalistes, des scientifiques. Saluer aussi la voix des victimes, elles sont des millions, puisque chacun d'entre nous, chacun de nos concitoyens sont touchés. Il faut garder en tête dans l'évaluation de ce texte la mesure du scandale. Ce scandale est titanesque. Les PFAS sont partout, dans nos vêtements, nos ustensiles de cuisine, nos cosmétiques, notre air, notre eau. C'est notre quotidien dans ses dimensions les plus anodines qui est contaminé et qui nous met en danger. Les eaux de surface de 3 des 5 villes de ma circonscription, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon et Athis-Mons, sont répertoriées parmi les 900 hotspots de contamination présents sur le territoire français. Des millions de nos concitoyens boivent une eau comportant des niveaux de PFAS supérieurs aux normes européennes. Des milliers de travailleurs, dont ceux de l'usine de Solvay, sont surexposés à ces molécules. Des milliers le seront encore dans les années à venir si une législation à la hauteur n'intervient pas. Ces 4 lettres sont devenues le symbole de l'intoxication à très grande échelle des citoyens, imputable à la voracité et au cynisme des industriels et à la docilité, la complaisance de certains décideurs politiques qui, en responsabilité, ont choisi de ne rien faire. Ce texte est une étape stratégiquement nécessaire, mais qui reste, et monsieur le rapporteur l'a souligné, largement insuffisante. En effet, ce qui était devenu le symbole du scandale, le symbole de cet usage du quotidien qui nous intoxique, la poêle, est exclu de ce texte. Si les PFAS sont toxiques dans nos vêtements, nos cosmétiques, ils le sont tout autant et peut-être plus encore dans les usages qui impliquent notre alimentation. Il faut aussi mentionner les reculs qui ont été consentis pour faire passer le texte. On part d'une interdiction totale des PFAS en 2027 à une interdiction restreinte à certains produit en 2030. Il faut aussi souligner que dans sa version initiale de ce texte, l'article 3 gageait la PPL avec un gage sur le tabac et une taxe additionnelle de 1% sur les bénéfices générés par les industries qui rejettent des PFAS dans l'environnement. Cet élément a désormais disparu. Or, cette question ne va pas s'en aller. Qui va payer ?
Les coûts en matière de santé suite à l'exposition aux PFAS sont estimés à entre 52 et 84 milliards en Europe par an, et le coût des traitements des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS est estimé à 238 milliards par an à l'échelle de l'Union européenne. C'est absolument colossal. Tant que les pollueurs ne paient pas, ce sont les pollués qui paient 2 fois, par leurs impôts, par leur santé, et parfois même par leur vie. Donc nous saluons ce texte et nous soutiendrons son passage en conformité, mais c'est un salut au milieu d'une bataille qui ne fait que commencer. Merci beaucoup. Je cède la parole à Stéphane Delautrette. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Un peu plus de 10 mois après son adoption en première lecture, l'ensemble du groupe socialiste et apparenté se félicite de voir ce texte de nos partenaires écologistes revenir en deuxième lecture aujourd'hui dans notre commission. Alors de quoi parlons-nous au juste quand nous parlons des PFAS ? Indestructibles dans la nature, capables de se disperser sur de très longues distances, les PFAS sont considérés comme des produits chimiques éternels. Utilisés dans de nombreux objets de la vie courante, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, tapis, cordes de guitare, batteries de véhicules électriques, peinture, traitements pour l'acné, emballages alimentaires et de frites, gainage de circuits électriques dans les avions, prothèses de hanches, fils dentaires et j'en passe, ils continuent d'être largement produits et utilisés du fait notamment de leur qualité anti-adhésive et imperméabilisante. Pourtant, ces substances posent 2 problèmes très concrets qui ont fait l'objet d'une large attention médiatique ces derniers mois, et je ne peux que m'en féliciter. Premier problème, ces substances sont partout dans notre environnement, comme l'ont démontré les rapports du BRGM et de Forever Pollution Project, qui ont recensé près de 17 000 sites contaminés dans toute l'Europe, dont près de 2 000 à des niveaux de pollution particulièrement inquiétants pour la santé des populations vivant à proximité. Et c'est bien là où le bas blesse, mes chers collègues. Des effets nocifs et toxiques sur le métabolisme humain ont été observés pour plusieurs PFAS et leur caractère cancérigène est avéré. Leur présence dans l'eau, l'air et dans certaines poussières est donc loin d'être anodine. Par ailleurs, le coût de la dépollution est mirobolant, près de 2 000 milliards d'euros sur 20 ans selon les dernières estimations en Europe. Ne pas agir aujourd'hui, c'est concrètement faire augmenter cette facture, là où d'autres investissements sont également nécessaires dans les années à venir pour relever les défis de la transition écologique, et nous sommes bien placés dans cette commission pour le savoir. Aussi, avec un risque pour l'homme largement documenté et un impact nocif sur les écosystèmes, la proposition de loi du groupe écologiste qui vise à interdire les PFAS pour les produits cosmétiques, d'emballages alimentaires et de fartes est donc parfaitement bienvenue et a obtenu un large consensus en première lecture à l'Assemblée comme au Sénat. Alors, bien que la version examinée aujourd'hui est moins ambitieuse que celle d'origine, nous ne pouvons que nous satisfaire que le législateur s'empare de ce sujet écologique et sociétal majeur. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi et nous joignons à l'appel de notre collègue rapporteur à un vote conforme. Merci. Merci. Donc on poursuit avec Vincent Descoeur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce texte que nous examinons ce matin traite d'un sujet particulièrement préoccupant, souvent soulevé, souvent pointé du doigt, mais qui n'a à ce jour jamais fait l'objet d'une réponse législative. Il s'agit des risques sanitaires et environnementaux découlant de la présence en nombre dans l'environnement de substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS, tristement connus sous le nom de polluants éternels en raison de leur persistance dans l'environnement. Si ces PFAS présentent des propriétés particulières qui ont incité les industriels à les développer, on en recense aujourd'hui plus de 12 000, ils présentent un inconvénient majeur qui est leur persistance dans l'environnement où ils ne cessent de s'accumuler et où on les retrouve en quantité dans les sols, l'air et l'eau, et tout particulièrement l'eau destinée à la consommation humaine, ce qui suffit à justifier qu'on se préoccupe de cette question de santé publique en introduisant le principe de recherche systématique de la présence de ces PFAS dans l'eau potable, et ceci sans délai. Au-delà de cette disposition, l'article 2 de cette proposition de loi introduit le principe d'une redevance acquittée par les producteurs de ces molécules afin de contribuer à la dépollution
en accompagnant via les agences de l'eau les collectivités qui devront immanquablement investir très massivement pour assurer la dépollution de l'eau destinée à la consommation humaine. J'y souscris pleinement à titre personnel, d'autant plus que dans le rapport d'information sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique, parmi les propositions que mon collègue Yannick Ory et moi-même avions faites, figurait en bonne place l'élargissement de la redevance pour pollution diffuse au PFAS sur le principe pollueur-payeur. Adopté en première lecture à l'Assemblée, vous l'avez rappelé, ce texte, qui est le fruit d'un compromis avec le Sénat, ça mérite d'être souligné, vise à protéger nos concitoyens des risques pour la santé inhérents au rejet de ces substances, très présentes désormais dans notre environnement quotidien, et en interdire à terme leur usage dans un certain nombre de domaines au regard de ce caractère persistant. Ce texte résulte d'une prise de conscience salutaire. Il constitue une première réponse à un problème de santé publique très préoccupant. Il s'agit d'un premier pas auquel notre groupe s'associera. Merci. On poursuit avec Marie-Charlotte Garin. Pardon ? Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous avons tous du poison dans le sang, absolument tous. Les PFAS, ces polluants éternels, sont partout, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons, dans la nourriture que nous mangeons. Et ils ne disparaissent jamais. L'an dernier, avec 13 autres députés de mon groupe, j'ai fait analyser mes cheveux. Résultat, un taux de contamination au PFAS bien au-dessus de la moyenne nationale. Cela me concerne moi, mais aussi les habitants de ma circonscription et au sud de Lyon, autour de Pierre-Bénite, l'un des territoires les plus pollués d'Europe à cause des rejets de l'industrie chimique. Nous savons que les PFAS provoquent des cancers, des troubles hormonaux, des maladies graves. Nous savons aussi qui sont les premières victimes, les travailleurs de ces usines chimiques. Ces mêmes ouvriers qu'on a laissés sans protection face à l'amiante, qu'on a sacrifiés au nom du profit. Nous leur devons la vérité, nous leur devons des solutions pour sortir de cette industrie toxique. Le consensus scientifique est clair. La raison de notre inaction, elle, l'est moins. Pourquoi perdons-nous tant de temps alors que nous avons tous les éléments pour agir ? Peut-être parce que face à cette proposition de loi, l'industrie chimique a sorti l'artillerie lourde. BASF, Bayer, Xiangzhou, Ex-Solvay, tous les grands pollueurs ont mobilisé leur lobby. Il y a un an, ils ont réuni 73 PDG en Belgique pour signer un pacte contre l'interdiction des PFAS. Ils nous parlent d'un pacte industriel. Un pacte pour qui ? Certainement pas pour nous. Nous avons déjà perdu trop de temps. Chaque année, la contamination s'étend, le nombre de victimes et les coûts de dépollution explosent. Jusqu'à 100 milliards d'euros par an en Europe. Alors qui va payer ? Ce n'est pas les pollueurs, ça sera nous, nos collectivités, nos hôpitaux, nos familles, nos corps. Face à ce sabotage organisé, heureusement, il y a des voix qui se lèvent et qui refusent de se taire. Des scientifiques qui alertent depuis des années et voient leurs travaux ignorés ou minimisés sous la pression des industriels. Des journalistes qui mettent en lumière la vérité. Des collectivités qui prennent leurs responsabilités. Des associations et des militants qui, partout en France, se battent sans relâche pour la transparence et la justice environnementale. J'étais pas plus tard qu'hier aux côtés de militants attaqués en justice pour avoir dénoncé le scandale des PFAS produits par Arkema dans le Rhône. Ces citoyens analysent l'eau, l'air, les corps. Ils révèlent ce que certains préfèrent cacher. Ils interpellent les pouvoirs publics, exposent les responsabilités, demandent des comptes aux pollueurs et organisent des actions en justice pour que l'empoisonnement de nos territoires ne soit pas une fatalité. Je vous invite, pour ne pas les trahir, à voter cette proposition de mon collègue Nicolas Thierry qui y travaille depuis 2 ans, et à la voter telle qu'elle, sans amendement, afin qu'elle puisse s'appliquer au plus vite. Bien sûr, nous devrons aller plus loin dans cette bataille, mais en demander davantage aujourd'hui, ce serait prendre le risque de perdre ce précieux texte dans les méandres des échanges parlementaires, et finalement ne jamais voir adopter les avancées obtenues. Ce serait au fond faire un cadeau au lobby, ce serait dire aux Français « Oui, nous savons que vous buvez de l'eau contaminée, mais laissez-nous attendre encore quelques années avant d'agir. » Ça n'est pas notre choix. Défendons la santé des gens. Ne laissons pas les pollueurs dicter la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Cyril Isaac Sibyl. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, merci de m'accueillir dans votre commission. Ça devient une habitude à l'occasion de l'examen effectivement de cette proposition de loi.
visant à protéger la population des risques liés aux PFAS. Il y a 1 an a été révélée la pollution. Il y a 3 ans a été révélée la pollution aux PFAS dans ma circonscription à Pierre-Bénite, au sud de la métropole de Lyon. Le groupe démocrate soutient pleinement ce texte qui reprend les recommandations du rapport que m'avait confié le gouvernement, PFAS, pollution et dépendance, comment faire marche arrière, notamment par rapport à l'interdiction dès 2026 d'usage non essentiel de PFAS dans le fard, les cosmétiques et certains textiles, le renforcement du contrôle des eaux potables pour inclure le contrôle des PFAS comme cela est prescrit dans la directive cadre sur l'eau, l'interdiction des rejets des PFAS dans les milieux naturels, un amendement du groupe démocrate adopté lors de la première lecture. La définition d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, un ajout du Sénat opportun au regard de l'estimation proposée par le Forever Pollution Project. Ainsi qu'une redevance pollueur-payeur assise sur les rejets aqueux des PFAS et qui deviendra rapidement obsolète, j'espère, parce qu'il n'y aura plus de rejets. Nous souhaitons un vote conforme du texte du Sénat pour qu'il soit promulgué le plus rapidement possible, car il s'agit d'un message fort envoyé. Pour moi, c'est ça, c'est le message que nous allons faire, c'est envoyer un message fort aux industriels pour qu'ils anticipent la fin d'utilisation des PFAS dans leur processus industriel, comme ont déjà su le faire effectivement les producteurs de cosmétiques, et qu'ils participent financièrement à la dépollution, et aussi un message à l'Europe, car la vraie réponse sera européenne. L'Europe nous a montré il y a 1 an qu'elle a déjà su faire en interdisant les PFAS dans les emballages alimentaires. La France prend de l'avance et anticipe les décisions que l'Europe devra prendre rapidement de manière harmonieuse sur l'ensemble du continent. Mais cette première loi n'est qu'une première pierre, et nous devrons aller plus loin. À l'international, certains pays d'Asie s'emparent du sujet et plusieurs États américains interdisent déjà d'autres usages, les PFAS dans les textiles, l'ameublement et les jouets. Il nous faudra également traiter la question des rejets atmosphériques et de l'air ambiant, insister auprès de certains acteurs qui ont pris du retard, industriels, armées, aviation, pour qu'ils débutent des campagnes de prélèvement et d'analyse et mettent en place des mesures de lutte contre les rejets des PFAS. Enfin, nous avons interdit certains usages et c'est une très bonne chose. Dès à présent, les autorités publiques devront prévoir des contrôles. C'est bien tout d'interdire, mais après, il faut contrôler. Et effectivement, au niveau métrologie, au niveau société de contrôle, il faudra qu'elles accélèrent pour assurer que les produits importés ne contiennent plus de PFAS. Des décisions restent à prendre pour protéger durablement notre environnement et la santé de nos concitoyens. Le groupe démocrate soutient cette première pierre construite par nos collègues. Et je me souviens effectivement de la première proposition de nos collègues Topiac et aussi construite par l'Assemblée et le Sénat. Et collectivement, nous devrons suivre les avancées du plan interministériel que le gouvernement a mis en place voilà 1 an. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, un grand merci, chers collègues, d'avoir remis cette question essentielle dans nos discussions. En 2023, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, présentait un plan d'action ministériel pour la période 2023-2027 dont la surveillance des milieux et accélérer les avancées scientifiques pour trouver des alternatives et faciliter l'accès de l'information aux citoyens. L'idée était de rappeler l'importance d'une action coordonnée à l'échelle européenne pour supprimer les risques liés à l'utilisation des PFAS. Le texte, tel que travaillé en première lecture par nos 2 assemblées, confirme la volonté de réduire la source d'exposition et des risques sanitaires associés à ces PFAS, en prévoyant notamment des interdictions de mise sur le marché dès 2026 pour certains produits comme les cosmétiques, les fards, les textiles d'habillement et de chaussures, hors vêtements de protection et industriels, les alternatives existantes pour les autres parties. Lors de la première lecture, nous avons trouvé un consensus entre notre obligation de supprimer les risques sanitaires et la nécessaire transformation des industries utilisant ces produits pour leur permettre de trouver des alternatives et garantir la pérennité d'une économie. Horizon confirme sa volonté, déjà votée à 2 reprises, d'une interdiction harmonisée et coordonnée à l'échelle européenne de l'ensemble des substances, sauf dérogations proportionnées que nous avons pu prévoir et qui ont été reprises par le Sénat. Force est de constater que les négociations européennes ont pris du retard sur le sujet, quand bien même le travail de consultation continue, notamment via l'Agence européenne des produits chimiques. C'est pourquoi, en tant que législateur, il nous incombe de pouvoir agir sans attendre plus avant, notamment là où des opérationnels existent déjà, et ainsi d'envoyer un signal auprès de nos partenaires européens.
Nous soutenons également l'introduction par les sénateurs d'un amendement qui prévoit que les interdictions prévues dans cette PPL soient soumises à un régime de contrôle et de sanctions au même titre que le prévoit le règlement REACH et donc qui permet d'harmoniser la réglementation à l'échelle européenne. En parallèle, Horizon soutient également les politiques visant à mobiliser les connaissances scientifiques, qu'elles puissent être mobilisées afin de permettre la R&D des industries pour trouver des alternatives viables sur l'ensemble des PFAS, quand bien même tous ne présenteraient pas le même impact pour les santé. Il est temps de cesser d'opposer le respect de notre environnement et le développement économique. Enfin, nous ne pouvons que soutenir le renforcement des contrôles sur l'eau potable et la mise en place prévue par cette PPL d'une trajectoire nationale visant à réduire les rejets de PFAS par les installations industrielles en amont de leur interdiction, cette dernière étant prévue 5 ans après la promulgation de la loi, permettant aux industriels d'avancer dans leur adaptation et dans la recherche de solutions alternatives durables. Nous avions déjà soutenu cette position en première lecture. Par ailleurs, j'ai déjà souligné lors de la précédente discussion de cette PPL le coût exorbitant de la dépollution de l'eau, de l'air et des sols pour les collectivités territoriales dont elles seront dans l'incapacité d'en supporter la totalité. Bref, je remercie aussi les travaux essentiels de M. Cyril Isaac-Sibille. C'est un compromis entre nos deux chambres, ce texte. Ce n'est qu'une première réponse à une préoccupation majeure de santé-environnement. Horizon et indépendants appellent à un vote conforme. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je donne la parole à David Topiac. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous allons acter la semaine prochaine, je l'espère, une première étape dans la lutte contre les substances per- et polyfluoroalkylées. C'est l'aboutissement d'un long parcours parlementaire, débuté lors de la 16e législature avec l'audition en avril 2023 de Génération Future, du CNRS et de la Direction générale de la prévention des risques. Cette audition nous avait alerté sur la pollution massive des PFAS et leur impact environnemental et sanitaire. Suite à cela, j'avais défendu, dans le cadre de la niche parlementaire réservée au groupe Lyot, une proposition de loi interdisant ces substances dans les emballages alimentaires et imposant des normes limites de rejet aux ICPE. Le texte n'avait pas été voté, mais cela n'avait pas mis fin au travail parlementaire. Sur presque tous les bancs, des députés ont continué à se mobiliser. Je pense ici à Jimmy Pahen, à Cyril Isaac-Sibille et encore et surtout à Nicolas Thierry, que je remercie pour son travail. En parallèle, les ONG et la presse n'ont cessé de jouer leur rôle d'alerte, essentiel pour faire bouger les choses. Nous avons donc aujourd'hui un texte de compromis. Certains y verront des renoncements, d'autres des contraintes excessives. J'y vois pour ma part des mesures utiles qui tiennent compte de l'état des connaissances et de la science et une première étape pour canter le sujet des PFAS dans la loi. Ainsi, le calendrier d'interdiction de l'utilisation des PFAS concerne certaines applications pour lesquelles il existe des alternatives, le fart, les cosmétiques et les textiles. À cela s'ajoutent des mesures de réduction de la pollution à la source via la mise en place de normes de rejet industriels. C'est une démarche nécessaire pour éviter que nos sols et nos eaux déjà contaminés continuent de voir leurs substances s'accumuler. Quant à l'ajout de PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l'eau, il constitue une première étape vers un financement de la dépollution. Bien sûr, nous avons des bémols. La proposition de loi telle qu'issue du Sénat renvoie une grande partie des mesures à des décrets et ménage autant de voies de sortie pour les industriels. En outre, elle ne concerne qu'un nombre très limité d'usages qu'il conviendra d'élargir en travaillant avec les industriels concernés. Le groupe Lyot ne déposera pas d'amendement pour faciliter l'adoption conforme et donc nous sommes favorables pour cette adoption conforme en commission et dans l'hémicycle. Merci beaucoup. Je cède enfin la parole à Éric Michou. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour votre travail. Comme notre collègue Pierre Meurin, j'ai dans ma circonscription une usine qui travaille avec l'utilisation de ces produits, qui s'appelle l'usine Tefal. Et là, il y a 1800 salariés qui travaillent à la fabrication de poêles. Et moi aussi, je me balade avec ma fille qui a 7 ans au bord de l'eau. Et je sais l'importance que tous ces problèmes ont sur la santé et l'écologie en particulier. L'UDR comprend la préoccupation des Français et elle est tout à fait légitime, évidemment. Et vous avez eu raison, monsieur le rapporteur, d'apporter un regard tout particulier sur les ustensiles de cuisine, car aujourd'hui, les ustensiles de cuisine sont un des fleurons de notre industrie.
Il faut savoir aussi que les industriels sont déjà contraints par la norme REACH qui les cadre notamment sur ce type de produits. Même si demain nous étions amenés à avoir une forme d'interdiction de la production des produits qui utilisent ces bifates, nous aurions de toute façon une réimportation par des pays quand même moins soucieux de la qualité de leurs produits, et nous réimporterions très certainement en France et en Europe des produits chinois largement plus polluants. Et ce que je veux dire là, c'est qu'il faut quand même protéger notre industrie avec sérieux et sérénité dans le contrôle des pollutions et des effets sur la population, mais ne continuons pas par des dogmes un peu écolo-socialos, à vouloir casser complètement des fleurons de notre industrie, comme on l'a fait dans l'automobile. Et maintenant, on est en train, pardon, excusez-moi, je peux parler s'il vous plaît, et que maintenant, on est en train de réimporter des voitures électriques largement plus polluantes. Et par exemple aussi dans l'industrie agricole, où on a, par les systèmes de surtransposition, carrément détruit notre agriculture, et on réimporte des poulets d'Ukraine qui sont carrément immangeables, ou des oranges d'Espagne qui sont mauvaises. Donc, il faut évidemment, je reviens, merci, écoutez-moi s'il vous plaît, même si ça ne vous intéresse pas, je reviens sur le sujet, ne détruisons pas notre industrie à nouveau par des dogmes écolos. Merci. D'extrême gauche. Merci. Je donne... Alors, y a-t-il des questions supplémentaires d'1 minute? Non, donc je donne la parole au rapporteur pour vous répondre. Merci Madame la Présidente, et merci chers collègues tout d'abord pour le soutien que vous avez manifesté de manière quasi unanime. On va aborder pas mal de sujets dans les amendements qui ont été déposés, donc je ne vais pas y revenir tout de suite, mais peut-être faire le focus sur 2 points qui ont été abordés. Tout d'abord, la question du TFA qui a été abordée au début, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Le TFA, c'est un PFAS qu'on appelle à chaîne courte, et qui, parce qu'il est à chaîne courte, est extrêmement mobile, et par ailleurs il peut aussi apparaître dans l'environnement parce que certains PFAS, quand ils se dégradent, ils deviennent des métabolites, deviennent du TFA, et c'est ce qui explique qu'on le retrouve dans beaucoup d'endroits à des taux extrêmement élevés, et ça inquiète beaucoup les autorités sanitaires parce que en effet à lui seul il va peut-être probablement faire dépasser même les seuils de réglementation qui vont être proposés. C'est un sujet qui dépasse largement cette PPL, qui est un sujet de préoccupation notamment européenne par l'Agence des produits chimiques. Et pour vous donner à peu près où on en est, l'Agence de l'environnement allemande vient par exemple de le classer comme reprotoxique. Donc oui, c'est un énorme sujet qui est devant nous, et ça va concerner à la fois un certain nombre d'industries, la filière, à la fois beaucoup de collectivités, parce que dès qu'il va être classé comme toxique, ce qui va arriver à un moment ou à un autre, il va y avoir un réel problème. Et retenez bien ces 3 lettres TFA, parce que c'est vraiment le sujet qui est devant nous dans les prochaines années. Mais ça dépasse encore une fois de loin la proposition de loi du jour. Et après, un dernier point, pour rebondir, je crois que c'est Claire Lejeune qui l'abordait sur la question de la dépollution. Évidemment, c'est le sujet qu'il va falloir qu'on traite collectivement après cette proposition de loi, qui est notamment la pollution historique, parce que certes là, on va faire en sorte de commencer à couper le robinet, mais ce qui est devant nous, c'est aussi comment on va dépolluer des décennies. Et là, il y a des technologies qui existent comme l'osmose inverse, comme le charbon actif, mais c'est extrêmement coûteux. Vous l'avez vu, les journalistes ont souligné le coût que ça allait représenter. Et là, évidemment, je pense que c'est un des premiers chantiers qu'on va devoir ouvrir une fois cette proposition de loi passée, sur comment on anticipe le fait et qu'on ne mette pas nos collectivités dans une immense difficulté. Donc la pollution historique, ça sera, je pense, le chantier qui va suivre. Je ne suis pas plus long parce qu'on va aborder tous les autres sujets via les amendements qui arrivent. Merci monsieur le rapporteur. Nous en venons donc à l'examen des amendements, avec tout d'abord des amendements de suppression de l'article 1, donc le CD10 présenté par Madame Brulbois. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Cet amendement a pour but de revenir sur certaines affirmations. En effet, les PFAS sont préoccupants, et ça n'est pas la première fois que nous nous préoccupons des PFAS,
puisque le plan de renforcement de la surveillance des PFAS est un objectif prioritaire du plan d'action ministériel PFAS engagé en 2023-2024. Il y a aussi l'ANSES qui travaille, il y a l'ECHA au niveau européen et la réglementation riche que nous sommes en train, non pas de surtransposer, mais d'avant-transposer. Je voudrais revenir sur certaines affirmations. Donc, les industriels ont été traités de grands pollueurs, voire de grands criminels pour l'influence de leurs produits sur notre santé. Je voudrais quand même rétablir quelques vérités, parce que si on a des PFAS dans les cheveux, on en a aussi dans le pacemaker, on en a aussi dans le stent, on en a aussi dans l'implant dentaire, dans la prothèse de hanche et dans les médicaments contre le cholestérol, par exemple. Donc, si tout ça est à jeter, avant de tout jeter, il faudrait quand même réfléchir. D'autre part, il n'y a pas d'étude d'impact sur ce projet, cette PPL. Et en particulier, le présent article ne fait pas de distinction immédiate entre les rejets PFAS préoccupants pour la santé humaine ou l'environnement et ceux qui sont par nature non solubles et non biodisponibles. Et certains PFAS, heureusement, puisqu'il y en a 11 000, ne sont pas tous dangereux pour la santé. C'est le cas du polyfluorure de vinylidène, PVDF, polymère produit sans fluorosurfactant sur plusieurs sites en France, dont Solvay, à Tavaux. Et donc, ce PVDF est utile, je l'ai dit, à nos médicaments, mais il est aussi utile à nos batteries. Donc, on ne peut pas d'un coup vouloir développer une chaîne de production de batteries industrielles en France, lithium-ion, avec le PVDF que seules nos usines Solvay en France sont capables de produire. Et aujourd'hui, c'est donc stratégique pour notre souveraineté en matière de transition écologique. Donc, je voudrais quand même faire la part des choses, parce qu'il faut éviter les discours populistes. Dans ce que j'ai entendu, on entend qu'on agite des peurs, on fait peur aux gens par rapport au PFAS, mais la chimie n'est pas forcément toujours dangereuse pour l'homme, au contraire, elle a apporté, donc je n'ai pas parlé des choses, des ustensiles et des équipements pour la sécurité, pour la sécurité un peu partout, mais pour la santé, donc puisqu'on parle de santé, du point de vue sanitaire, les PFAS ont vraiment été un progrès et ils ont favorisé l'allongement de la vie de nos concitoyens. Je parlerai des pacemakers, je parlerai des stents, je parlerai des implants, des prothèses de hanche, par exemple. Donc il faut raison garder et être un petit peu rationnel dans ce que l'on affirme. Merci beaucoup. Je donne la parole... Allez, s'il vous plaît, on a chacun des positions différentes, on va tous écouter, le rapporteur va répondre et ensuite j'ai des demandes de prise de parole. Pardon, je pensais que vous passiez la parole là. Madame Brulbois, alors je vais justement essayer de vous répondre de manière très rationnelle, comme vous le dites. Vous parlez notamment des secteurs de la santé, et c'est précisément ce qu'on a fait. Et comme au niveau européen, c'est-à-dire on a abordé les choses par usage, en essayant de faire la différence entre ce qui était des usages essentiels et non essentiels. Et on a évalué également les usages où ils présentaient un bénéfice plus important d'avoir des PFAS et là où ça l'était moins. Donc évidemment, quand on parle des pacemakers ou des prothèses, évidemment, ce n'est pas dans la proposition de loi. Et d'ailleurs, l'Union européenne, l'ECHA, puisque vous l'avez cité, elle-même considère que ne donne pas de délai de substitution de PFAS sur les secteurs de la santé, parce qu'aujourd'hui, on considère que le bénéfice est plus important que le risque. Mais par contre, dans la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui, quand on parle des textiles, avec les restrictions qui sont dedans, les cosmétiques ou les fardes de ski, là, la balance est clairement du côté du risque plutôt que du côté du bénéfice, puisque ce ne sont pas des usages essentiels. Donc très clairement, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Après, vous indiquez que la proposition de loi n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. Et c'est vrai qu'aucune proposition de loi, contrairement au projet de loi, n'est assortie d'une étude d'impact. Néanmoins, on a conduit des auditions, nous sommes également appuyés, et je pense que M. Isaac Civil va le rappeler, nous nous sommes appuyés sur le rapport très complet qui a été établi par notre collègue en janvier 2024. On a également de très nombreuses études qui décrivent les dangers potentiels de ces substances chimiques qui sont persistantes dans l'environnement et pour la santé. Dit autrement, on dispose d'une large bibliographie scientifique et de travaux parlementaires fouillés qui viennent aujourd'hui étayer cette PPL. Donc l'argument relatif à un manque d'études ou de données n'est donc clairement pas recevable.
Ensuite, vous rappelez que l'Union européenne est en train d'évaluer une proposition de restriction dite universelle qui a en effet été déposée par 5 États il y a 2 ans. C'est exact. Mais ce processus, il ne pourrait aboutir que dans plusieurs années, dans le meilleur des cas, alors qu'on est face à un risque sanitaire établi. Et on peut rappeler en effet que certains PFAS, et je crois que ça a été déjà évoqué, sont déjà, en tout cas, vont être interdits déjà dans toute l'Union européenne, les emballages alimentaires par exemple. Et certains États, comme le Danemark, ont déjà imposé ou vont imposer des interdictions d'utilisation des PFAS dans certains produits. Et je termine en vous disant, en effet, que ce que va faire le Danemark, c'est assez similaire d'ailleurs à ce que propose la PPL ce matin. Et l'enjeu, vraiment, c'est justement d'être très rationnel dans l'approche, d'approcher les choses par usage, et donc de limiter le plus rapidement possible, quand on le peut, la diffusion des polluants éternels dans l'environnement, dans des secteurs de consommation courante qui sont déjà dotés de solutions de substitution. Donc mon avis sur votre amendement est évidemment défavorable. Merci. Je donne la parole à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bon, écoutez, collègues, pardon, mais c'est pas sérieux. Là, on est réunis aujourd'hui là pour parler des polluants qu'on dit éternels, parce que ce sont des composés chimiques qui ne se dégradent pas de manière naturelle et qui, de fait, s'accumulent dans les organismes, y compris les nôtres, pendant qu'on parle sans agir, quoi. Pour citer une seule étude, je parlais de l'étude croisée de l'UFC Que Choisir et de Génération Future qui date de l'an dernier, qui disait que la quasi-totalité des Français sont exposés aux PFAS via l'eau potable qu'ils consomment au quotidien. Et on est face à une pollution à l'échelle mondiale parce que, notamment, ces composés chimiques sont extrêmement mobiles et qu'ils se propagent tout le long, par exemple, de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène de bioamplification et qui fait qu'on a retrouvé des dizaines de ces composés chez les ours polaires, donc par définition très loin de toute source de pollution initiale. On parle de composés qui sont reprotoxiques, qui posent des problèmes de liaison hépatique, de cancer, de problèmes de thyroïde, d'obésité, qui entraînent de plus faibles réponses immunitaires, notamment plus faibles réponses aux vaccins. Enfin, et vous nous dites que pour privilégier l'allongement de la vie de nos concitoyens, il faudrait surtout ne rien faire. C'est inentendable. Les scientifiques s'accordent à dire qu'on ne protège pas assez justement nos concitoyens vis-à-vis de ce fléau, et vous nous dites qu'il est urgent d'attendre, de réfléchir encore un peu plus, et même de renvoyer tout ça à une décision européenne. C'est ce qui ressort de vos autres amendements, où vous proposez d'attendre pour pouvoir coordonner à une potentielle interdiction au niveau européen. Il y a urgence, là, on ne peut pas attendre une potentielle interdiction. Et je rappelle, pour finir, que lors de la première lecture de ce texte à l'Assemblée, nous avions fait introduire une mention à la clause de sauvegarde de l'article 129 du règlement REACH. Je vous le cite, cet article dit que lorsqu'un État membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement, là on est avec ces deux urgences-là, en ce qui concerne une substance, il peut donc prendre des mesures provisoires appropriées. Nous sommes dans ce cadre, on peut et on doit agir maintenant et sans attendre l'Europe. Merci, chers collègues. J'ai beaucoup de demandes de prise de parole. Je vous demande d'être concis. Je ne vais pas mettre le chronomètre. Je vous fais confiance. Je vous demande juste d'être concis dans vos interventions. Et je donne la parole à Pierre Meurin. Merci, Madame la Présidente. Je pense que je ne retirerai pas un mot de l'intervention de Madame Brulbois. En effet, les industriels sont quand même très inquiets. Pas nécessairement à cause de la loi, en raison de la loi en tant que telle, mais de ce qu'ils anticipent pour la suite et des conséquences que ça va avoir sur leur activité. Parce que, chers collègues, c'est comme très souvent l'espèce d'hypocrisie qu'il y a avec ce type de texte écolo, c'est qu'en réalité, on va, chez nous, faire des réglementations environnementales, sanitaires, sociales, mais dans un monde mondialisé, on va importer les produits qu'on ne fabrique plus chez nous parce qu'ils sont plus compétitifs par rapport à ce qu'on importe. On va importer des produits qui n'obéissent à aucune de ces normes. Et donc il y a une forme d'hypocrisie, puisque je reprends l'exemple de Solvay à Salindre, les TFA, ces molécules sont indispensables pour la fabrication notamment de traitements antiviraux et de traitements contre le cancer. C'est encore, pour un temps court, la seule usine d'Europe à fabriquer cette molécule. Et du coup, après la fermeture, nous continuerons à importer ces molécules parce que nous en avons besoin pour des raisons également sanitaires, les traitements antiviraux, les traitements contre le cancer, mais ça viendra de la Chine, avec 0 norme environnementale et 0 norme sanitaire. Donc, comme d'habitude, et je conclurai par cette citation, il n'est pas contraire à la raison
de préférer la destruction du monde à une égratignure de son doigt, fin de citation. Et donc c'est-à-dire que l'écologie et les droits humains, c'est bien chez nous, mais par contre ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, tout le monde s'en fiche. Il y a une forme d'hypocrisie qui, moi, m'agace très fortement et qui abîme la compétitivité de nos entreprises. Merci. Je donne la parole à Cyril Isaac Sibyl. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à la question, je rappelle effectivement que pourquoi est-ce qu'on se pose la question des PFAS, c'est que les PFAS ont des propriétés exceptionnelles. Je rappelle effectivement qu'elles sont nées effectivement lors de la dernière guerre avec un usage militaire. Et les propriétés sont tellement exceptionnelles que malheureusement ça s'est diffusé dans toutes les productions. Moi, si vous permettez, j'aimerais faire un parallèle avec le nucléaire. La radioactivité existe à l'état naturel, mais il n'empêche qu'effectivement la radioactivité, on la contrôle. On contrôle par rapport à une filière, et on sait que plus personne ne pourrait se passer du nucléaire par rapport à la santé, par rapport au scanner. Les PFAS, c'est pareil. Je pense que l'utilisation a été diffusée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est en reprendre le contrôle. Il y a des usages essentiels, et on ne les remet pas en cause. Les usages médicaux, les usages transition énergétique, on ne les remet pas en cause. Par contre, ce qu'il faut remettre en cause, c'est les usages futiles. Quel est l'intérêt, effectivement, quel est l'intérêt du fart, d'aller plus vite? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'au niveau des cosmétiques, c'est nécessaire? Est-ce qu'au niveau des textiles, c'est nécessaire? Maintenant, effectivement, il faut qu'on change nos habitudes et il faut qu'on contrôle. Cette proposition de loi, c'est effectivement pour restreindre des usages dits futiles dont on peut se passer. Maintenant, après, effectivement, il faudra continuer, voir effectivement quels sont les autres usages dont on peut se passer. Et je pense qu'au final, on fera une filière PFAS, comme on a fait une filière nucléaire. Il y a des usages dont on peut se passer, il faudra faire des contrôles. Et par contre, il y aura des usages essentiels par rapport à la santé, par rapport à la transition écologique qu'il faudra conserver. Au niveau de l'étude d'impact, chers collègues, elle est déjà sur le terrain. Qu'on voit effectivement, et c'est ça qui est intéressant, quelque part on envoie un message. Les farts, maintenant effectivement, on supprime, et même les farts, les PFAS ont été supprimés, les farts. Moi, lorsque je suis allé voir effectivement l'industrie cosmétique, quelque part, elle a compris le message, et elle a déjà enlevé les PFAS de son protest. Au niveau des textiles, c'est pareil. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on envoie ce message industriel, qu'il va falloir qu'il se limite aux PFAS qui, malheureusement, ont des effets sur la santé. Et la réponse, pour moi, elle sera européenne. Par contre, le message, ce qu'il faut, c'est qu'on envoie à l'Europe le message de dire, écoutez, la France est prête, avançons. Et après, effectivement, la réponse, elle sera européenne. Il faudra qu'elle se fasse sur le continent. Et pour répondre par rapport à l'industrie, bien évidemment, effectivement, je pense que ce mouvement, effectivement, il sera mondial. Et il nous faudra aussi contrôler les produits qui viennent hors Union européenne pour être sûr effectivement qu'ils ne contrôlent pas de PFAS. Donc c'est vraiment un plan qui va prendre beaucoup d'années pour créer effectivement cette filière et contrôler. Je vous remercie. Merci, je donne la parole à Justine Gruet. Merci Madame la Présidente. Je remercie l'engagement de ma collègue du Jura et j'apporte mon soutien également à la plateforme Syensco de Tavaux qui a montré dernièrement que le taux de polluants éternels en amont et en aval du site, qu'il n'y avait pas de production de PFAS de chaînes courtes au sein du site. Et je pense que c'est un danger de mettre dans la même catégorie les PFAS de chaînes longues qui, par définition, ne pénètrent pas dans l'organisme, ne sont pas mobiles, et les PFAS de chaînes courtes qui sont en effet très perméables, mobiles et impossibles à détruire. Il faut absolument faire la distinction au sein des 12 molécules de PFAS. La France a su se doter au travers du site jurassien d'un mode de production de PVDF nécessaire dans la fabrication de nombreux produits du quotidien sans utiliser des PFAS de chaînes courtes qui permettent du coup de nous tourner vers une transition énergétique. J'aimerais que chacun reconnaisse la différence entre ces molécules plutôt que d'être dans la démagogie écologique qui viendra nécessairement mettre en grande difficulté notre industrie qui, je le rappelle, ne produit pas pour le site de Syensco à Tavaux de PFAS à chaîne courte. Merci, je donne la parole à Daniel Brulbois. Merci. Oui, moi je voudrais aussi dire qu'effectivement, il faut faire attention au message qui est envoyé à nos industriels qui ont prévu des investissements. C'est le cas de Solvay Tavaux qui avait prévu beaucoup d'investissements pour justement le PVDF nécessaire aux batteries lithium, puisqu'on veut développer une chaîne de production de voitures électriques en Europe et que c'est absolument indispensable. Donc moi j'attire l'attention du gouvernement mais le gouvernement va pouvoir encadrer tout ça par décret. Et le Sénat, dans sa sagesse, a laissé une grande
L'attitude de manœuvre ensuite sur les décrets et la réglementation d'application. Et donc, moi, je voudrais quand même savoir, monsieur le rapporteur, si dans les produits manufacturés, justement, c'est ce PVDF qui est destiné aux batteries lithium, et donc on va en avoir besoin d'une façon exponentielle de ce PVDF, puisqu'hier, il y avait le sommet de l'IA, donc tout le monde est enchanté par l'IA, et donc avec l'IA du PVDF, on va en utiliser, permettez-moi de vous le dire, encore un peu plus. Et pour rassurer quand même, parce que Solvay a fait la une des journaux comme un gros pollueur des sols, les gens ont des PFAS dans les cheveux, mais je voudrais vous rassurer, une étude épidémiologique récente montre qu'il n'y a pas de surmortalité ni à Tavaux, ni dans le Jura, et pas de quantité supérieure à la moyenne de nombre de cancers. Merci. Je donne la parole à Sylvain Berrios. Oui, merci Madame la Présidente. Le groupe Horizon Indépendant ne soutiendra pas cet amendement pour plusieurs raisons. La première, c'est que le texte qui est posé aujourd'hui ne participe pas d'une décision sur l'ensemble de l'industrie, mais participe d'une méthode un peu particulière, certes, mais que chacun doit pouvoir partager, c'est les usages essentiels ou pas. La seconde chose, c'est que dans cette méthode, avec les industriels concernés, les contacts ont été pris pour faire en sorte que l'adaptabilité soit réelle et immédiate, et notamment qu'on ait sur les sujets qui sont concernés par le texte des alternatives. Donc les alternatives existantes, le risque industriel pour ceux qui sont concernés l'est tout autant. Et enfin, c'est tout le fondement de notre position, c'est que chacun ici peut reconnaître qu'il y a un sujet PFAS, chacun peut l'aborder de la façon dont il le souhaite, mais personne ne peut ignorer le sujet et le risque latent pour la santé. Tout à l'heure, on a parlé d'osmose inversée pour l'eau. C'est une technologie que d'ailleurs certains industriels ont proposée dans certains appels d'offres, mais on voit aussi les montants monstrueux que cela va engendrer pour avoir une eau une eau pure. Et on sent bien que dans la santé publique, c'est un sujet qui est tout à fait essentiel. Donc, on a un risque qui est latent. On a un texte qui est un signe, au fond, assez modeste. Il ne faut pas considérer qu'on va révolutionner l'ordre européen ou l'ordre mondial avec ce texte. Mais c'est un signe de la France et vis-à-vis des Français que nous prenons conscience et que nous prenons en main ce sujet avec une méthode qui est une méthode de partenariat avec les industriels, qui me paraît être la bonne méthode. Naturellement, il faut être attentif à l'emploi, il faut être attentif à l'économie, il faut aussi être attentif à la santé des Français. Et la santé environnementale me paraît être une chose absolument essentielle. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, le groupe Horizon Indépendant ne votera pas cet amendement. Merci. Je donne la parole à Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu raisonnable dans ce débat. Il ne s'agit pas évidemment de diaboliser tous les industriels et toute l'industrie de la chimie, simplement d'organiser la transition et de protéger nos concitoyens. Moi, je ne peux pas entendre, collègue Brulebois, que vous disiez que les PFAS ont allongé la durée de vie de nos concitoyens, parce que quand on est dans le territoire de la vallée de la chimie à Lyon et qu'on se rend à Pierre-Bénite, en face de nous, on a des habitants qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus manger leurs légumes, manger leurs œufs, qui ont une eau contaminée. On a encore des études récentes qui nous montrent que l'air est aussi contaminé. C'est très clairement des cancers qui sont démultipliés, avec des habitants à proximité des usines qui nous disent bah voilà, le voisin en face, il a un cancer, le voisin à gauche, il a un cancer, le voisin à droite, il a un cancer, cancer pédiatrique en hausse aussi, un jeune de 14 ans avec un cancer des testicules, des problèmes de fertilité. Et nous étions la semaine dernière avec la Ligue contre le cancer et le consensus scientifique, il est unanime, il faut couper le robinet de la pollution à la source. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous, en tant que législateurs, notre obligation, c'est d'écouter le premier lobby de France qui doit être celui de la santé des Français. Et c'est dans cet esprit-là que nous légiférons et c'est dans cet esprit-là que nous voterons cette loi et nous rejetterons cet amendement. Merci, je donne la parole à Xavier Roseren.
Merci Madame la Présidente. Alors moi je partage, même si j'ai une vision un peu différente de mon groupe, la lutte contre du coup ces PFAS et la dangerosité au niveau de la santé. Mais il y a un amendement qui arrive juste après qui est sur la date de mise en place de cette PPL. Et la date qui est proposée aujourd'hui, 2026, est inappropriée. On a des règlements européens qui arrivent et des études précises en 2027. Et c'est pour ça qu'il me semble intéressant, dans l'amendement suivant, de défendre cette date du 1er janvier 2028. Tout règlement national doit rester cohérent avec nos règlements européens. Et on doit vraiment s'assurer qu'on ait une harmonisation des normes au niveau de l'Union européenne. Donc comme on a des études qui arrivent en 2027, il serait intéressant de garder ce texte, donc pas de supprimer effectivement cet article, mais de voter celui de Mme Brulbois qui arrive juste après, qui propose le 1er janvier 2028. Merci. Merci, je n'ai pas d'autres demandes. Monsieur le rapporteur, alors Mme Brulbois. Non, on conclut avec le rapporteur pour passer au vote ensuite. Donc bon, je vais retirer cet amendement. Mais le but, c'était d'amener le débat et de mettre un petit peu de rationalité dans cette proposition de loi et dans les propos qui ont été tenus dans l'oraison. En effet, je pense que voilà, il faut raison garder. Ça ne sert à rien d'agiter les peurs et de faire du populisme pour agiter les peurs, parce que c'est de ça dont il s'agit dans les exposés des motifs de cette proposition de loi. Jamais on n'a parlé des bénéfices pour la santé, et je réitère que les PFAS ont amené des bénéfices importants pour la santé et pour l'allongement de la vie. Parlez-en à ceux qui ont des stènes, parlez-en à ceux qui ont des prothèses de hanche. Et donc, il ne faut pas tout jeter d'un coup. Donc, moi, je fais confiance au gouvernement pour faire en sorte que les décrets d'application prennent bien en compte tout ce qui a été dit ce matin, à savoir sur tout ce qui concerne la santé, mais aussi à savoir le PVDF pour les batteries et pour tout ce qui est numérique. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est sur les textiles. Donc les textiles, dans les avions par exemple, il y a des sièges anti-feu qui sont traités au PFAS. Donc voilà, le diable est dans les détails, mais j'espère que le gouvernement sera en mesure de bien évaluer toutes les situations où les PFAS sont absolument nécessaires, et pour faire la part des PFAS qui sont nocifs pour la santé et de ceux qui n'y sont pas. Parce qu'il y en a quand même des milliers qui ne sont absolument pas nocifs pour la santé. Merci, il est retiré. Donc nous passons au CD11, Madame Brulbois. Alors, comme disait notre collègue Xavier Roseren, c'est un amendement qui vise à coordonner l'interdiction française avec l'interdiction européenne. L'interdiction nationale ciblée avant l'entrée en vigueur de celle plus générale qui sera adaptée au niveau européen présente un risque important de non-conformité de la loi française aux règles européennes, de fragmentation du marché intérieur européen et de non-conformité des produits mis sur le marché national. Le contrôle et la présence de PFAS dans les nombreux produits importés sur le territoire va être quand même extrêmement difficile à contrôler par les autorités de surveillance du marché. Et donc, le délai de 2026 me paraît irréaliste. C'est absolument promettre des choses qui ne sont pas tenables. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Merci Madame la Présidente. Je profite simplement pour rebondir sur deux points qui ont eu lieu, des discussions avant l'amendement qui a été retiré. Madame Brulbois, pour vous rassurer sur un point, vous avez parlé du PVDF et notamment des batteries. Et effectivement, je reconfirme une nouvelle fois que ce sujet n'est pas couvert dans le cadre de la proposition de loi. Puisque, effectivement, les batteries, comme la question de la santé, ça fait partie des usages qu'on peut considérer comme essentiels et ils n'ont pas été intégrés. Donc aujourd'hui, le champ des batteries, et donc, par voie de conséquence du PVDF, n'est pas concerné par la PPL. Et ensuite, un point important, je pense, qui a été évoqué tout à l'heure, et qu'il faut contester immédiatement, c'est d'expliquer qu'il y aurait des PFAS
à chaîne courte et à chaîne longue, et que finalement le niveau de dangerosité serait potentiellement différent. Et cela a même été dit d'ailleurs, je vais vous donner un contre-exemple, il a même été dit d'ailleurs que les chaînes longues étaient moins dangereux. Eh bien, je vais vous donner un exemple très concret. Le PFOS, qui a été le premier PFAS classé comme cancérigène en 2009, c'est une chaîne longue. Voilà. Donc ça vous montre bien que en fait, cette catégorisation ne tient pas. Et je le redis, le premier PFAS qui a été interdit dès 2009 parce qu'il est classé 1 avec le plus risqué, il est chaîne longue. Donc attention, et il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on ait à l'esprit dans les débats. Le point commun entre tous les PFAS, c'est qu'ils sont tous extrêmement persistants. Et cette caractéristique, elle suffit pour la communauté scientifique à tous les classer comme extrêmement préoccupants. Donc attention à être précis, parce qu'en effet, cette catégorisation que vous faites sur chaîne courte, chaîne longue, certes, il y a des différences en termes de mobilité, mais en termes de dangerosité, ça ne tient pas. Merci. Et je n'ai pas répondu, pardon, sur le principal, c'est-à-dire l'amendement que Mme Brulbois propose à nouveau. Ça a été dit et ça ressort des débats. Les PFAS, c'est aujourd'hui une menace sanitaire, comme l'a été l'amiante ou le chlordécone. Et ces scandales sanitaires, ils nous ont instruits sur les dangers de l'immobilisme. Il est grand temps d'agir, et il ne faut pas vraiment qu'on répète les erreurs du passé, il faut agir au plus vite sur les PFAS, surtout dans certains produits, quand les substitutions sont possibles. Donc évidemment, moi je m'oppose fermement au report de 2 ans que vous proposez, et je vais préciser quelque chose qui est important d'ailleurs pour tout le monde, c'est que l'Union des industries textiles a informé les sénateurs, comme moi-même, qu'ils étaient favorables à une interdiction des PFAS dans les produits textiles, en particulier l'habillement. Idem pour la filière cosmétique et les fardes de ski. Donc si je résume, on a des alertes scientifiques, on a une immense attente citoyenne, on a des industriels concernés par la PPL qui sont en accord avec une adoption conforme du texte. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour agir ? Merci, donc je donne la parole à Pierre Meurin. Merci Madame la Présidente. Nous allons, soutenir cet amendement, en espérant que Mme Brulbois ne le retire pas comme elle en a régulièrement l'habitude, parce que c'est un amendement, à mon avis, de bon sens. Et on aimerait quand même, parce qu'il est, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, l'effroi n'est jamais bonne conseillère, et l'effroi écolo encore moins. Donc, ce qui serait pas mal, parce qu'il n'y a pas de principe général à l'idée de voter un texte conforme. Au pire, on a un débat en séance. C'est ce qui ne me paraît pas dénué d'intérêt, parce que tous nos autres collègues, à mon avis, sont aussi intéressés par ce sujet. En effet, l'application en 2026 est, à notre sens, irréaliste. La plupart des industriels que nous avons reçus nous l'ont énoncé, au-delà de la peur qu'ils ont que le législateur, et notamment les normes européennes, mais également le législateur, évolue encore pour encore plus de restrictions. C'est-à-dire que tous les jours, les industriels se disent qu'est-ce que va nous pondre encore demain le législateur pour nous gonfler. Donc je vois que les républicains, oui, mais sur l'autel de notre industrie, de notre souveraineté, et en allant chercher les produits que vous n'aimez pas en Chine. Donc ça, c'est sympa. Les Républicains et le centre sont convertis à l'effroi écologiste. Moi, je trouve ça bien regrettable. Et d'ailleurs, beaucoup d'industriels regrettent, sont très surpris de la position, notamment des Républicains, à l'idée d'un vote conforme de ce texte. Voilà, donc nous allons soutenir cet amendement de Mme Brulbois, en espérant qu'elle ne le retire pas. Merci, je donne la parole à Claire Lejeune. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je m'étonne quand même de la légèreté avec laquelle certains collègues traitent un sujet majeur de santé publique qui concerne littéralement tous nos concitoyens. Je pense que les victimes de cancer seront ravies d'entendre le collègue Meurin qualifier d'égratignure du doigt leur sort. Je pense que c'est aussi assez étonnant de voir le RN se mettre à défendre les droits humains des Chinoises et des Chinois. Je pense que faut peut-être penser qu'ils détestent l'écologie encore plus qu'ils détestent les étrangers. Mais là, je pense que sur cet amendement, le fait qu'il vienne après un amendement de suppression est emblématique du fait qu'en fait, Madame Brulbois, vous serez encore là en 2028 pour nous dire qu'il faut reporter à 2030. En 2030, vous seriez encore là pour nous dire qu'il faut reporter à 2032, etc. La réalité, c'est qu'on a toute la connaissance scientifique, et on a toutes les raisons
d'aller sur un vote conforme de ce texte pour la mise en application la plus urgente possible du texte. Donc je nous propose d'avancer en votant contre cet amendement. Merci. Je donne la parole à Cyril Isaac Sibyl. Merci Madame la Présidente. Pour revenir effectivement par rapport à cette date 26-28, là effectivement on parle des PFAS qui ont un usage qu'on dit futile. Hein, c'est les farts. Alors je rappelle, effectivement, c'est le textile, c'est les cosmétiques. Et il faut bien comprendre que les industriels, quelque part, ils nous entendent. Et les industriels, ils ont anticipé ça. Ils ont anticipé, et donc déjà actuellement, ils n'utilisent plus de PFAS dans ces produits. Donc ça ne sert à rien de la reporter dans le sens où ils ont déjà anticipé. Le gros problème, c'est le contrôle. Et c'est vrai que c'est bien beau d'interdire. Faut-il après qu'on contrôle que les produits qui viennent hors Union européenne ne contiennent pas de phare. Donc, c'est pas tout d'interdire, et c'est un petit peu notre problème. C'est qu'on interdit, mais on ne contrôle pas. Donc, maintenant, effectivement, il va falloir faire en sorte que les laboratoires, que les frontières puissent être contrôlées et évitent, effectivement, ces produits qui contiennent des phares. Et puis après, il y a deuxième chose qui est importante, et là-dessus, il faudra qu'on se mette d'accord, c'est quels sont les usages futiles, quels sont les usages essentiels. Bien évidemment, pour les batteries, pour tout ce qui est transition énergétique, que ce soit les batteries, que ce soit les éoliennes, que ce soit les hydrolyseurs, ils utilisent tous des PFAS. Donc la question, il faudra bien qu'on se mette d'accord, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est futile. Pardon ? Et donc, quelque part, c'est ça. Le débat, là, on est à peu près d'accord pour dire effectivement les usages futiles, on peut s'en passer. Maintenant, effectivement, quels sont les usages essentiels ? Il faudra qu'on se mette d'accord pour savoir où est-ce que sont les usages essentiels et comment est-ce qu'on contrôle cette filière par rapport aux usages essentiels. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Hubert Hoth. Oui, je voulais juste dire que par rapport aux affirmations des collègues d'extrême droite, on est face à un devoir moral. On sait que les PFAS sont des polluants insidieux, des polluants qui sont d'une dangerosité inédite et surtout qui sont indestructibles. Et attendre, c'est se rendre coupable de laisser une menace sur la santé publique se développer en France. Et ça, quand on sait, on n'a pas le droit. Et je crois que vos accusations sur les collègues écolos et socialos, vous leur rendez grâce d'une chose, c'est qu'ils seraient les seuls qui se préoccupent fondamentalement de la santé des Français. Et ça, on n'est pas d'accord avec vous parce que nous sommes tous là pour ça et vous devriez nous rejoindre. Parce que prendre à témoin l'ensemble de la représentation nationale de positions qui sont indéfendables et qui sont celles que vous avez exprimées, eh bien, c'est vous exposer au fait que nos concitoyens ont le droit de vous accuser d'avoir un véritable mépris pour la santé des Français. Merci. Je donne la parole à Anne-Cécile Violent. Merci, Madame la Présidente. Simplement, réagir effectivement sur cette proposition de prorogation. En fait, j'ai vraiment le sentiment parfois qu'il y a une méconnaissance sur cette loi. Je ne comprends pas comment on peut imaginer supprimer le premier article, comment on peut imaginer prolonger le délai. En fait, cette loi, elle fait consensus sur tous les points. Aujourd'hui, au-delà de la question de l'usage essentiel ou non essentiel, on a des alternatives justement pour tout ce qui est supprimé. Donc, je ne comprends pas comment on peut s'opposer et comment on peut encore opposer précisément sur cette PPL la question de l'économie et de l'écologie, puisque ça n'est pas un sujet. C'est une vision extrêmement binaire et réductrice que de ramener cela à une opposition du développement économique. Et si on ne contraint pas les entreprises, on le sait très bien, elles n'avanceront pas dans leur R&D, et que les entreprises qui sont honnêtes et qui le disent, elles favorisent justement un développement économique, une création de richesses et parfois des créations d'emplois. Donc il faut vraiment arrêter d'opposer ça. Et puis merci, cher collègue Hubert. Effectivement, on le sait très bien, l'écologie, c'est pas de gauche. On est aussi des partis de droite et assumés et qui défendons absolument cette loi. Et pour des questions de santé environnementale, c'est la santé de l'homme, oui, mais c'est la santé évidemment de l'animal, mais aussi de l'environnement. C'est One Health, c'est une seule santé. Merci beaucoup. Merci pour cette promotion, Madame la députée. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête. Oui, Madame la Présidente, merci à vous. Non, très simplement, dire à mon collègue Meurant que moi j'ai toujours du respect pour l'ensemble des convictions politiques, on ne les partage pas, et heureusement, et la vocation des Français de choisir celles et ceux qui veulent porter. Voilà, moi je suis converti par personne, Monsieur Morin, je suis converti par simplement les convictions qu'on peut avoir, et ce qui est très, très bien exprimé Vincent Descoeur
la santé publique reste une priorité. Isaac Sibyl a été très, très clair, mon collègue Isaac Sibyl, en disant que les contrôles seront importants parce qu'il ne faut pas limiter l'interdiction, il ne faut pas repousser cette interdiction. Et moi, je suis pour un texte conforme qui vient du Sénat. Je crois que on donne parfois dans l'hémicycle, et je pense que tous les concitoyens que vous croisez nous le disent, une image tellement lamentable du travail parlementaire qu'en commission, on a le droit d'avoir des positions différentes, de se respecter, de ne pas penser que les uns sont convertis par les autres. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Nous, on est convertis par un seul objectif, c'est la santé publique de nos concitoyens. On a aussi rencontré beaucoup d'industriels du textile, de l'industrie et de toutes celles et ceux qui peuvent utiliser les PFAS qui sont en phase avec ce texte. Et donc, il me semble que l'unanimité devrait se porter avant tout sur la santé publique, sans se dire qu'on est converti par les uns et les autres. Et on soutiendra totalement ce texte. On souhaite qu'il soit conforme, donc on sera contre cet amendement. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je donne la parole à Pierre-Frédéric Vos. Merci Madame la Présidente. Je suis juste un peu inquiet par rapport au fait qu'on n'a pas l'industrie de remplacement. Si on supprime effectivement donc, tous les revêtements pour les ustensiles de cuisine, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc alors les poêles en fer, elles sont cancérigènes. Et pour les poêles en inox, elles sont très chères. Voilà, donc... Merci, je donne la parole à Julien Guibert. Oui, simplement, moi je voudrais souligner un petit peu l'hypocrisie de certains des collègues, puisqu'ils nous égratignent d'un certain nombre de mots. Moi je voudrais dire qu'en modifiant, en interdisant en fait, le fait que les industriels puissent fabriquer avec des PFAS, en fait la réalité c'est qu'un certain nombre d'industriels vont délocaliser leur production en Asie et je peux vous dire qu'ils vont produire avec des PFAS moins vertueux que ce qu'ils utilisent en France. Moi je peux vous dire que j'ai rencontré notamment 2 industriels de ma circonscription qui m'ont clairement dit les yeux dans les yeux, si demain le texte se durcit en France, nous à l'aube de 2-3 ans nous irons produire ces lignes de production dans nos usines asiatiques, puisqu'en fait la réalité c'est que c'est des groupes mondialisés et qu'en fait la réalité c'est qu'ils muteront non pas les PFAS et leurs méthodes de fabrication, mais ils iront les produire dans d'autres pays, et ce qui générera effectivement, donc on n'a pas de mépris pour la santé, mais moi je vous vois venir gros comme des sabots lorsqu'il y aura effectivement de la casse sociale et de la fermeture dans nos usines, notamment dans ces 2 usines de la Nièvre. Je vous verrai arriver avec vos gros sabots, le poing en l'air en disant camarades, on vous défend, alors que c'est ce que vous votez ici qui génère le chômage dans nos circonscriptions rurales. Et moi j'aimerais soutenir tous les salariés de Solvay qui demain, notamment dans ma ville de Clamecy, risqueront d'être au chômage par vos prises de décision. Mais simplement, effectivement, sinon il faut avancer vers la recherche et développement. C'est important, mais on ne peut pas prendre au dos levé des mesures qui généreront des fermetures d'usines dans nos territoires. Chers collègues, si on peut s'exprimer calmement et s'écouter, sinon je vais limiter les temps de parole. Je donne la parole à Daniel Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Violent, à propos de vos jugements sur mes amendements, je voudrais vous rassurer, moi je ne porte jamais de jugement sur les amendements des collègues, ni sur leur capacité de compréhension des textes, ni sur leur valeur. Donc simplement, je voudrais vous dire que je lis les textes de loi, que je suis sur ma circonscription et que je connais aussi le contexte de nos concitoyens, aussi bien sur la santé que sur l'industrie. Simplement sur ce délai, je voudrais dire quand même qu'il y avait deux sujets importants dans la motivation de ces amendements. C'est laisser du temps, parce que nos industriels, ils ont des valeurs. Ils n'ont pas la volonté d'empoisonner les gens. Ils veulent progresser et ils veulent faire des produits qui ne soient pas qui soient hors PFAS. Et donc cette recherche et le développement, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ils sont tous en train de le faire. Ils sont tous en train de trouver des produits de substitution. Mais il leur faut du temps. Ensuite, le contrôle, parce que nous sommes hors réglementation européenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant 2 ans? C'est que les produits d'ailleurs, européens, viendront en France. Et comment est-ce qu'on va les contrôler? Est-ce que vous avez pensé au système de contrôle? Comment est-ce qu'on va contrôler ces produits? Merci. On poursuit avec Hubert Hoth. Donc, je retire mon amendement. Mais voilà, je voulais que le débat soit mis. Tout ça pour ça, mais madame, on a le droit de déposer des amendements et de provoquer le débat, non? Tout à fait. Merci beaucoup, madame Brulbois. On a le droit de déposer des amendements et de provoquer le débat dans cette commission. Cet amendement est retiré, donc
Hubert Hoth, vous pouvez... Rapidement, nos industriels savent qu'ils sont face à une obligation de bifurquer, de procéder à cette transition qui leur est demandée au vu de la connaissance actuelle en matière de gravité polluante des PFAS. Donc la question ne se pose pas. Et le deuxième point, par rapport aux collègues tout à l'heure qui s'inquiétaient du fait qu'en Europe, ailleurs, la réglementation ne soit pas la même et qu'il y ait de la délocalisation, ce qui est important, c'est que sur le marché intérieur en France, on explique à nos concitoyens quelle doit être la consommation, sur quels produits orienter la consommation pour éviter eux-mêmes d'être en danger. Donc on va modifier le marché. Et ça, c'est important. Merci. Je donne la parole à Marie Pochon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse plutôt à vous sur la question de la tenue des débats. Nous avons, comme l'ensemble des groupes dans cette Assemblée, une seule journée de niche parlementaire où nous pouvons débattre de nos textes. Et je ne comprends pas pourquoi on a sur chaque amendement des multiples prises de parole de chaque groupe. Non, mais d'habitude, on a une seule prise de parole par groupe pour s'exprimer effectivement son avis par les amendements. Là, on a des débats qui durent et qui peuvent parfois s'envenimer, comme on l'a entendu dans certains propos. C'est des débats qu'on a par ailleurs déjà eus l'an passé à l'Assemblée, et en hémicycle, et en commission. Je voudrais demander à ce qu'on puisse retrouver un rythme normal d'un avis par groupe, par commission, et un avis qui dure moins d'1 minute, comme d'habitude sur la défense des avis. Alors, on est en commission, donc... On est en commission, donc on laisse aussi le débat se faire. On a 15 amendements et on va avancer. Je pense que sur les autres, et j'espère que sur les autres, comme chacun se sera exprimé, on pourra avancer plus vite. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour ? Qui est contre ? La proposition de loi est adoptée. Félicitations, monsieur le rapporteur. Je vous laisse la parole. Grand merci, chers collègues, pour cette étape passée en commission, pour votre soutien. Je l'ai dit, c'est le fruit de 2 ans de travail. On n'a pas été d'accord sur tout, mais je suis très heureux qu'on ait pu trouver un texte commun. Je pense qu'on a été regardé ce matin et qu'on a été à la hauteur. Donc j'espère que tout ça se confirmera la semaine prochaine. Et je remercie Olivia Sanson qui m'a beaucoup aidé pour la 2e lecture, mais aussi l'année dernière pour la 1re lecture. Son aide a été précieuse. Et merci encore pour votre soutien. Adopter la proposition de loi de Nicolas Thierry pour mieux lutter contre les PFAS, les polluants éternels que l'on retrouve partout dans notre environnement. Alors c'est la fin d'un chemin législatif, mais la bataille ne fait que commencer. Savez-vous par exemple que l'on retrouve chaque jour près de 54 kilos de PFAS dans l'eau que l'on boit. C'est en tout cas le chiffre donné par le député du Rhône, Cyril Isaac Sibyl. Alors 54 kilos, ça paraît peu comme ça, mais pourtant c'est énorme puisqu'il s'agit de particules minuscules. Voilà, la séance est levée. On se retrouve très vite pour voir ou revoir une autre séance. Ciao, ciao.